Bonjour à tous, bienvenue. Merci de votre participation à ce webinaire intitulé «L'orchestration des changements dans SAP en mode DevOps». Alors les intervenants aujourd'hui, qui sommes-nous? Alors vous avez la chance d'avoir 2 Sébastien pour le prix d'un. Alors moi je suis Sébastien Brunet, je suis responsable marketing chez Invarture et l'expert aujourd'hui c'est Sébastien Giraud. Alors je te laisse te présenter Sébastien en 2 mots. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis SAP Delivery Manager. Donc, j'ai un background plutôt développement, ABAP, Java, JavaScript et gestion de projets techniques, y compris dans le déploiement des solutions et donc les approches DevOps. Voilà, donc nous l'idée Invarture c'est d'avoir fait appel à Sébastien parce qu'il est complètement indépendant de nous, c'est vraiment un expert sur le sujet. Et pas un commercial, donc il n'est pas là pour vous vendre une solution, mais bien pour vous parler de son expertise. Donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à le contacter si vous avez des projets de mise en place de stratégie DevOps. Voilà. Alors, le programme aujourd'hui, je vais très rapidement vous parler d'Invarture, qui nous sommes. Et puis, je laisserai la main à Sébastien pour vous parler de façon plus large du DevOps. Peut-être un petit rappel sur ce que ça implique dans un contexte SAP. Et puis, on vous présentera RevTrack de façon succincte, les fonctionnalités un peu essentielles. Et puis, ensuite, on s'attardera vraiment sur cet aspect DevOps, orchestration de vos outils SAP, intégration de vos outils dans la chaîne de livraison SAP. Ce qui sera suivi donc d'une démo d'une intégration entre RevTrack et Tricentis Tosca, qui est un outil de testing. Voilà, pour montrer comment deux outils peuvent interagir, mais ce sera qu'un exemple parmi beaucoup de possibilités d'intégration. Et puis on terminera par une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil, dans le chat au cours de ce webinaire, et puis on y répondra. À la fin, on répondra en groupe. Alors, Invarture, en quelques mots, qui sommes-nous? Nous sommes des experts dans la transformation de votre SAP. On propose en particulier des outils, des solutions techniques pour résoudre des problèmes précis dans votre SAP et vous aider à l'optimiser. Notre expertise, elle s'articule autour de 3 domaines principalement. Le premier domaine, et c'est celui qu'on abordera aujourd'hui évidemment, c'est l'automatisation de tout ce qui va être les processus de livraison, donc testing par exemple, les releases, etc., en mode DevOps, donc vraiment des outils d'automatisation. Notre deuxième domaine d'expertise, c'est tout ce qui concerne la gestion et la sécurité des données, en particulier la mise en conformité avec le RGPD, avec des outils d'anonymisation par exemple, ou de droit à l'oubli dans les environnements SAP. Et enfin, notre dernier axe d'expertise, c'est tout ce qui est l'expérience utilisateur, la modernisation et la digitalisation de SAP, et en particulier le développement rapide d'applications Fiori. Donc voilà un peu ce qu'on fait. En termes de DevOps, les outils qu'on propose vraiment succinctement, donc Data Sync Manager pour tout ce qui va être des refresh à la demande de vos données de test, et en particulier répliquer des scénarios de test précis pour vos utilisateurs métiers, les cloner en fait, hein, pour vraiment accélérer la phase de test. Live Compare, qui est un outil d'analyse d'impact pour vos tests également, qui vous permet de mieux cibler vos tests, pardon, et donc d'en réduire le volume. Et puis Tricentis Tosca, qui est une plateforme d'automatisation des tests, alors tests unitaires, tests d'interface, UAT, etc., de bout en bout également, qui permet vraiment d'enregistrer des scénarios automatiquement et de faire jouer ces scénarios de façon automatisée. Et puis enfin, l'outil sur lequel on s'attardera aujourd'hui, RevTrack, qui permet vraiment une gestion globale des changements dans SAP avec des fonctionnalités d'automatisation et au niveau des transports et des vérifications de sécurité qui sont très poussées. Voilà.
Mais je vais laisser la main donc à Sébastien qui va vous parler du sujet d'aujourd'hui plus en détail, donc le DevOps. Alors, je te donne la main. Alors, je t'entends pas, Sébastien, si tu parles, peut-être que tu as coupé ton micro. Oui, c'est bon, j'attendais que l'écran soit chargé. Qu'est-ce que le DevOps? Donc, c'est un mouvement qui est né du constat que les objectifs des équipes de développement, qui sont d'introduire des changements rapidement, à faible coût, parfois au détriment de la qualité, et des équipes d'infrastructure, donc pour lesquelles c'est la stabilité à tout prix, parfois sans notion de temps, de délai. C'est un frein majeur à la réduction du time to market, parce qu'il y a cette opposition, et que c'est parfois même jusqu'à une source de conflit interne handicapant pour les entreprises, à cause de ces objectifs parfois divergents. Donc, le DevOps, c'est la contraction de développement et opération, et de ces deux parties, ou comment réconcilier les équipes applications et infrastructures autour d'un objectif commun. Donc, l'enjeu étant d'accélérer le rythme des livraisons, donc en garantissant quand même un niveau de qualité maximum sur les applications, la stabilité des environnements et en réduisant tous les coûts. La stratégie, elle se décline autour de deux axes. Donc, quand on dit DevOps, on entend souvent parler de CI/CD, l'intégration continue, et le déploiement ou le delivery continu. On verra un petit peu plus tard la différence entre les deux. Et ça repose sur deux axiomes, deux principes essentiels qui viennent avec le reste, c'est l'automatisation et le test. Donc, je vous donne un exemple de contexte dans lequel le DevOps peut s'appliquer et doit s'appliquer si on veut accélérer les choses. Là, l'exemple en l'occurrence, c'est un exemple SAP d'une application mobile. Donc, vous avez sur la gauche le monde mobile, le monde de SAP Cloud Platform par exemple, avec le SAP UI5 pour les applications web, les MDK Mobile Development Toolkit pour les applications mobiles sur SAP. Vous pouvez avoir un peu d'automatisation avec des pipelines dans Azure DevOps, la gestion des sources dans GitHub. Donc ça, c'est un monde qui est plutôt ouvert, pas trop SAP à part MDK SAP UI5, mais qui est sur des technologies qui sont pas classiques, on va dire, qui sont assez nouvelles. Ce monde-là marche souvent sur une approche agile. Et vous avez sur la droite les projets un peu plus classiques. Donc vous avez ABAP, soit du S4, soit du ECC. Vous avez des bases de données, la gestion des transports, en opposition avec la gestion des sources de l'autre côté GitHub. Vous avez des services aux data qui sont développés dans un back-end, parfois déployés dans un front-end, parfois intégrés avec SCP directement. Et puis, derrière, vous pouvez avoir aussi des outils de gestion centralisés avec du Solution Manager ou d'autres systèmes interfacés. Et donc, si vous déployez une application mobile, elle a besoin de tous ses composants. Donc, elle ne fonctionne que si l'ensemble des composants sont déployés et opérationnels. Donc, vous pouvez avoir un couplage qui peut être très fort. Donc, l'exemple, c'est l'application mobile et le haut data. Si vous n'avez pas les services et l'application, l'application ne marche pas. Ou lâche, c'est-à-dire que votre application elle dépend forcément du paramétrage qui est fait derrière dans les SAP, paramétrage fonctionnel, même s'il n'y a aucun lien direct avec votre application en elle-même. On a des acteurs qui sont donc très différents. Donc on a le business qui définit son besoin, les fonctionnels qui font le paramétrage, les admins qui s'assurent que tous les systèmes marchent bien, qui éventuellement font les transports, les développements mobiles, les développements ABAP. Si vous en avez déjà fait, vous devez savoir que souvent c'est pas les mêmes. C'est des compétences qui sont très différentes. Et même si on cherche tous celui qui sait faire les deux, c'est difficile. Et puis les testeurs, on peut avoir d'autres intervenants aussi, des intervenants externes. Dans ce contexte-là, on n'a aucun environnement qui garantit l'intégrité de la solution. Il n'y a pas un seul environnement qui peut vous donner l'application dans son entier. Les agendas sont souvent pas partagés et les méthodes sont différentes entre le monde du mobile qui est souvent en méthode agile et le monde du back-end qui est souvent en cycle en V, en waterfall, souvent pour des bonnes raisons. Il y a des choses qui sont inhérentes au système SAP, même si on tend vers de plus en plus d'agilité. Et donc, en conclusion,
c'est si on n'applique pas une méthode carrée et si on n'utilise pas des outils, alors on n'a aucune chance de réussir à délivrer correctement et à un bon niveau de rapidité pour améliorer le time to market cette solution. C'est pas possible. On a souvent énormément de lourdeur. Donc c'est à ça que répond l'approche DevOps. C'est à ce genre de complexité. J'ai pris un exemple d'application mobile. On peut zapper la partie mobile. Si on prend juste SAP, SCP avec toutes les technologies qu'il y a maintenant dessus, c'est exactement le même problème. Et donc le challenge, on va y répondre avec les approches DevOps, avec le CI/CD, et ça nécessite malgré tout une mise en place, un ajustement, voilà. Mais c'est comme ça qu'on y répond. Qu'est-ce que l'intégration continue? L'intégration continue, ça consiste à fournir des processus pour la consolidation des composants d'une application tout en garantissant sa qualité. Donc la qualité, c'est le test. On le voit sur le schéma d'à côté. Hein, c'est on développe, on build et on teste en permanence. Ça, c'est l'intégration continue. Ça couvre la gestion des sources avec la mise en place d'un référentiel commun. Alors quand on est dans la BAP, la question se pose pas. De toute façon, c'est la base de données ABAP. Mais quand on est sur des applications mobiles, c'est des référentiels de type Git. Là, il y a une vraie gestion à avoir. La gestion des conflits, le travail en parallèle, le versioning, tout ça, c'est tous des problématiques qu'on va avoir. La gestion du build, c'est pareil. Quand on est dans la BAP, encore une fois, c'est pas un problème. C'est un service centralisé qui active les sources et on n'en parle plus. Pour toutes les autres technologies, si vous avez un développeur qui fait les choses tout seul de son côté, vous êtes sûr qu'il ne fait pas de la même manière que son voisin. Il n'a pas installé les mêmes choses, voilà, il ne build pas exactement avec les mêmes options, les mêmes paramètres. Donc ça, c'est un enjeu de l'intégration continue, de fournir une plateforme commune de build pour s'assurer que tout le monde livre la même chose au même moment pour la même raison. Et puis à un niveau supérieur aussi, donc qu'on oublie parfois et qui n'est pas représenté dans le schéma, il y a aussi la question de la composition. C'est-à-dire que quand on déploie une application mobile, par exemple, il y a la couche mobile, il y a la couche service, il y a la couche back-end. Et tout ça, ça suit un processus de build différent. Et il faut, à un moment, assurer la composition, l'intégration de toutes ces couches entre elles. Et donc, c'est bien à ça que ça sert aussi l'intégration. C'est à garantir la cohérence de la solution, pas uniquement d'une application. Ça, c'est pour l'intégration, la construction d'une application. Ensuite, il y a son déploiement. Le déploiement, quand on dit deployment ou delivery, ça consiste à déployer en continu et assurer le passage d'un environnement à un autre pour mettre la solution à disposition des bons acteurs au bon moment à une fréquence élevée, avec un workflow complètement ou partiellement automatisé. Donc là, on a la notion d'automatisation. Alors, complète ou partielle, là, c'est les deux approches différentes. On peut avoir l'approche continuous deployment, c'est-à-dire on va jusqu'en production. Il y a des très gros éditeurs qui font ça. Amazon fait ça. Leurs services, ils sont envoyés directement en production. Mais dans le cadre d'une entreprise où on veut peut-être sécuriser les environnements de prod à tout prix, on peut mettre une porte, une sorte de porte de sécurité entre les environnements de validation et la production. C'est encore plus vrai si vous avez délégué ce travail à une équipe, si la gestion de votre production est déléguée à une équipe externe. À ce moment-là, on leur livre des packages, des sources, et c'est à eux de les déployer. Donc là, clairement, il y a une porte. Elle peut être partiellement automatisée quand même, mais souvent, voilà, c'est la différence entre le deployment et delivery sur les approches CI. Ça couvre l'acheminement des infrastructures, lorsqu'on utilise par exemple des technologies type conteneur ou d'autres technologies équivalentes. Ça gère l'acheminement des sources, la configuration, la mise à disposition sur les devices, éventuellement si vous gérez des flottes mobiles ou des portables ou ce genre de choses. Ça suit un workflow de validation qui met en œuvre tous les contrôles nécessaires à chaque étape, avec des tests automatiques ou non, des validations, si vous avez des câbles, si vous mettez en place des validations par des managers ou par des instances de sécurité, par exemple. Et comme l'intégration continue, ça doit tenir compte de tous les composants de l'application pour assurer le fonctionnement une fois mise à disposition en production. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à juste les sources ABAP, par exemple, ou
les sources Wi-Fi ou les sources iOS ou Android ou je sais quoi, du Power BI ou autre chose. Voilà. C'est bien garantir qu'une livraison est, comment dire, une livraison est dans son intégralité correcte, qu'elle est bien intégrée et que votre application dans son ensemble fonctionne. Je vais relaisser la main à Sébastien pour la partie fonctionnalité RefTrack. Oui, merci beaucoup. C'est bon. Donc l'idée, c'est de succinctement vous présenter l'outil RefTrack, quelles sont les fonctionnalités de base. Et puis, Sébastien reprendra la main pour vous montrer à quoi peut servir l'outil dans un contexte DevOps plus global. Alors, RefTrack, en quelques mots, c'est vraiment une plateforme de gestion de vos changements dans SAP. D'accord? Donc, c'est un outil qui va vous permettre, du début à la fin de votre processus de livraison, de vraiment gérer tout le workflow et d'automatiser un certain nombre de tâches, notamment par rapport au transport et aux vérifications de sécurité, aux notifications des différents développeurs, administrateurs, etc. Et donc l'idée, c'est vraiment de définir et d'imposer votre workflow, vos procédures de livraison et de les automatiser au maximum pour pouvoir réduire les cycles de livraison. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez avoir une requête, en fait, un ticket, si vous voulez, dans lequel vous allez intégrer votre changement et les transports qui s'y rattachent. Et cette requête, elle va suivre tout un workflow que vous allez configurer. Et ce workflow, donc, va devoir être respecté par les développeurs, du développement en passant par la qualité, jusqu'à la production. Et tout au cours de la vie de ce changement, de cette requête, il y aura des vérifications automatiques de sécurité, j'y reviendrai. Donc tout ça vous donne une piste d'audit en plus pour la suite, si vous souhaitez savoir qui a fait quoi. Et donc c'est un outil qui est disponible à la fois dans SAP GUI et en version web en fonction du degré de familiarité des utilisateurs avec SAP. Voilà, donc rapidement, les principales fonctionnalités, donc comme je disais, tout ce qui va être automatisation des workflows et automatisation des tâches qui sont habituellement manuelles, donc par exemple tout ce qui va être le déploiement des transports, vérification de sécurité. On a aussi une gestion des lignes multiples dans un même landscape. Si vous avez une ligne support et une ligne projet, par exemple, on peut gérer les rétrofits, ce genre de choses. Il y a aussi tout ce qui est gestion des dépendances. Donc, si vous avez des requêtes RefTrack qui sont interdépendantes, parce que par exemple, vous avez des transports ou des objets qui sont dépendants, RefTrack va vous alerter de tout ça. Très important aussi, les transports sont automatiquement séquencés, donc ils passeront toujours dans le bon ordre. Et puis, vous avez un panneau pour suivre les développements parallèles dans l'outil. Donc tout ce qui est la gestion des conflits, donc par exemple les dépassements de version, si vous avez une version plus récente qui en dépasse une ancienne, l'écrasement aussi, si c'est une ancienne qui dépasse une plus récente, le verrouillage des objets qui s'étend aussi aux tables entre plusieurs landscapes, par exemple, entre plusieurs environnements. Et puis, ce qui nous intéresse un peu plus peut-être en termes de DevOps, c'est vraiment une gestion par unité de travail, on peut dire. Donc, plus petite unité, ça va être le sprint, si vous voulez, ou on peut appeler ça autrement, ou si c'est dans votre timebox ou quoi. En gros, c'est la requête qui va contenir, la requête RefTrack qui va contenir les transports qui sont relatifs à un changement particulier. Et puis, au niveau au-dessus, vous allez avoir une gestion par release. C'est-à-dire que vous allez avoir un onglet dédié dans RefTrack qui s'appelle le Release Workbench, qui va vous permettre tout simplement, si vous avez des CAB ou des réunions hebdomadaires sur les livraisons, de pouvoir très facilement, par exemple, grouper les requêtes en un seul package par du drag and drop et puis d'avoir une visibilité globale assez claire, et puis une gestion enfin par projet de façon globale sur tout un projet. Donc là, c'est peut-être pas très concret, mais vous verrez à quoi ressemble l'outil au cours de la démo de Sébastien. Et puis éventuellement, si vous avez plus de questions là-dessus, on pourra développer à la fin.
Voilà, donc c'était vraiment pour vous donner un aperçu basique de ce que permet RevTrack. Et donc, je redonne la main à Sébastien pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment est-ce que cet outil, cette plateforme peut vraiment orchestrer votre stratégie DevOps. Alors, si on reprend le cycle DevOps et qu'on met en face les fonctionnalités offertes par l'outil RevTrack, pour la partie planification, on va commencer par là. Donc, ça permet de gérer le cycle de vie des changes, l'assignation et la planification, y compris l'intégration à des releases, ce genre de choses. Pour la partie coding, ça gère le blocage des objets techniques et fonctionnels et le déclenchement de code review éventuellement. Pour la partie build, ça aide. Alors, le build en lui-même est assuré par SAP sur les backends, hein, bien sûr. Donc, RevTrack pour cette partie aide à la définition des dépendances, à la gestion des séquences d'OTO automatiques. Hein. Il gère lui-même les prédécesseurs et les suiveurs. Pour la partie test, ça peut lancer des tests automatisés, notifier les débuts de campagne pour les utilisateurs. Donc, on verra la partie lancement test automatisé, notamment avec l'exemple d'intégration tout à l'heure. Pour la partie release, ça aide à valider un scope final, à l'intégration de release, consolider les séquences dotées. On verra, ça rajoute des contrôles de dépendance, des contrôles d'analyse d'impact. Ça, c'est une fonctionnalité standard de RevTrack. Et ça aide pour le déploiement à l'automatisation complète ou partielle des transports, la gestion des conflits et la gestion des workflows d'approbation, tout ça, si c'est nécessaire. Alors, il y a Operate et Monitor. Ça, normalement, c'est pour la solution. Donc, RevTrack n'opère pas la solution, ne monitore pas la solution. Néanmoins, il y a beaucoup de monitoring dans RevTrack pour toutes les phases, pour toutes les autres phases. Donc, quand on parle de monitoring, c'est pas la solution, mais il y a bien un monitoring dans RevTrack de toutes les autres étapes. Donc, voici un exemple d'intégration de RevTrack en tant que chef d'orchestre de votre solution DevOps. Donc ici, si je voulais montrer le schéma, on va dire la ligne du haut, c'est votre outil de ticketing chez vous, l'outil habituel. Donc là, ils mettent Sharewell, ServiceNow. On aurait pu mettre Jira aussi à ce niveau-là, ou tout autre outil de ticketing auquel vous pensez et que vous avez chez vous. Tout en bas, on a une ligne droite qui voilà, ça c'est RevTrack qui le gère. Et au milieu, on a le détail de ce workflow dans RevTrack. Donc lorsqu'un ticket est créé dans votre outil de ticketing, il peut être répliqué automatiquement dans RevTrack sous forme d'un change. Ce ticket de change est ensuite approuvé. On peut y intégrer de la documentation requise avant de passer à la suite. Donc là, on peut s'intégrer avec des documents, enfin des outils de gestion documentaire. On peut directement aussi avoir une intégration Jira dès ce moment-là pour, par exemple, documenter le test. Ici, Jira est donc utilisé plutôt sur une sorte d'intégration avec le dev, avec le test. Mais je vous le répète, il peut très bien être l'outil de ticketing central. Ensuite, on a la gestion du dev en lui-même, avec une intégration sur le test unitaire dans Jira, par exemple, si c'est du dev qui est en ABAP. On a la partie code review. La partie code review peut tout à fait s'intégrer avec du Solution Manager ou d'autres outils de vérification de code. On peut ensuite passer à l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, il y en a une petite partie qui peut être gérée automatiquement par RevTrack, mais on peut aussi utiliser des fonctionnalités fournies plus puissantes, notamment par Panaya, LiveCompare et Solution Manager aussi, qui donnent des outils maintenant de plus en plus puissants là-dessus. On a le test unitaire. Alors, le test unitaire, ça peut aussi s'interfacer, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, avec des outils externes. Donc là, la plage est assez large. On a par exemple Microfocus, Solution Manager qui permet de faire du test, Tricentis, Worksoft, et si vous en avez d'autres, vous pouvez les rajouter, c'est pas gênant. On verra que moi, dans un exemple métier réel, ce sera un autre outil. Ensuite, on a le passage en qualité. Donc, le passage en qualité, là, dans cet exemple, c'est plutôt un bon exemple. On redonne la main ou notifie l'utilisateur dans l'outil ticketing qu'il y a quelque chose à tester, peut-être côté business. On peut ensuite passer en parallèle
pourquoi pas, ou à la suite à la partie intégration, faire un nouveau test d'intégration, faire un nouveau appel à nos outils automatisés pour jouer des tests d'intégration de non-régression. On a ensuite un retour de validation utilisateur qui peut valider ou non le passage en production. Ensuite, le change peut être déployé automatiquement ou avec la porte de validation en fonction de la partie CI, si on est en delivery ou en deployment. Et enfin, on clôture la requête avec une notification à nouveau dans l'outil ticketing central. Donc, un cas pratique de mise en œuvre client que moi j'ai réalisé récemment. Le contexte, c'était l'outil ticketing central, c'était Jira pour tous les acteurs IT et surtout pour les utilisateurs business. C'était un projet de Greenfield S4HANA avec 2 corps modèles, donc 2 lignes de développement, chacune et une seule prod par ligne. D'accord? Donc on avait une ligne de dev pour le projet, une ligne de dev pour le run et une prod. Le second corps modèle avait sa propre ligne aussi. Et puis, pour les deux corps modèles, une ligne gateway mutualisée et des développements mobiles sur SCP avec Azure DevOps. Donc, tout ça géré dans RevTrack. Tous ces environnements-là gérés dans un seul RevTrack. On avait la CAUA et les rôles dans Solman, utilisation d'ANAI pour la gestion des interfaces, développement reporting décisionnel dans Power BI et déploiement des applications mobiles via Intune. Donc, un contexte assez complexe à gérer avec une stratégie DevOps à appliquer à tous ces composants. Donc, la solution, donc là, je vous parle plus de la partie RevTrack, bien sûr. Donc, on a décidé de garder Jira en outil central pour reporting projet et business. Tous les éléments SAP gérés dans RevTrack avec intégration au workflow Jira. Seule l'équipe IT est dans RevTrack, donc le business était dans Jira, pas d'accès à RevTrack, pas besoin. C'est des tâches automatisées entre les deux. Et seule l'équipe IT donc dans RevTrack avec un workflow qui notifie les fonctionnels de la mise à disposition d'un change pour le test, la migration automatique en intégration quand il le décide, pas besoin d'appeler les équipes admin pour faire les transports, la consolidation des séquences au passage en recette, l'intégration automatique à la release avant le passage en prod, suite à validation métier dans Jira aussi. Donc, énormément de choses automatisées, outils agiles, très peu d'appels ou le minimum d'appels aux équipes admin pour régler des conflits éventuellement, pour rejouer des séquences. Voilà. La mise en place au total, alors, je précise un peu ces chiffres, la mise en place de la solution 4 jours, ça ne concerne pas bien sûr la formation des personnes qui s'occupent de RevTrack, mais RevTrack c'est un outil qui est assez simple d'utilisation, les formations ne durent pas très longtemps non plus. Mais voilà, toute la configuration de la solution pour remplir l'objectif, elle n'a duré que 4 jours. Et on a eu une adoption utilisateur, alors grâce à la Web UI notamment, faut pas se mentir, dans SAP ça reste très technique, mais la Web UI est très user-friendly, c'est vraiment un outil qui est assez moderne, n'a pris qu'une semaine. Et ensuite, on est parti sur un feedback régulier pour la mise à jour et l'amélioration des processus réguliers, donc qui se faisait au fil de l'eau en quotidien. Et puis une intégration avec Azure DevOps pour le build et le déploiement des applications mobiles, c'était aussi une chose qu'on a mis en place. On va passer à la partie démo intégration. Donc, on va vous faire une démonstration de l'intégration entre l'outil de testing Tricentis Tosca et RevTrack. Donc, sachez que la démonstration que je vais vous faire, c'est le commentaire d'une vidéo qui est donnée par l'éditeur lui-même et qui est accessible par tout le monde. Il ne faudra pas hésiter à aller voir cette vidéo qui vous sera donnée en lien de toute façon, qui est en lien ici dans la présentation. Mais si vous le voulez, il y a d'autres sources. N'hésitez pas à aller voir d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Donc voilà la Web UI RevTrack. J'espère que la résolution est bonne pour vous. Voilà la Web UI RevTrack. On arrive dans on arrive dans l'écran de départ. On va créer une requête. Là voilà. Une requête, ça nécessite des éléments de base comme un titre, une intégration à un projet, un type de requête liée. Voilà, ça c'est les éléments de base. Une fois que cette requête créée, on va la sauvegarder.
On vient de créer un ticket, hein, ça peut venir directement d'un outil de ticketing. Hein. Donc là, on voit que la requête est créée. Le démonstrateur va la passer une progress. Le fait de passer une progress, ça peut être automatique. Hein. On peut avoir très bien dire, moi, ma requête passe une progress dès qu'on y ajoute un OT, dès que quelqu'un commence à travailler dessus. Donc là, pour l'exemple, il va créer un domaine pour lequel il a géré un cas de test qui vérifie que cette zone-là ne peut être que de type caractère. Et pour l'exemple, on va changer ça en type numérique pour avoir une erreur côté test. On rattache ce changement à notre requête, celle qu'on vient de créer. Et RefTrack va créer tout seul l'ordre de transport qui est lié. Donc, il va relier automatiquement l'OT à la requête qu'on a gérée. Et là, pour les besoins de la démo, pareil, le démonstrateur va montrer que dans la SO01, il n'existe rien du tout pour le moment, on n'a rien libéré. Donc, il n'y a rien pour le moment dans l'outil de transport. Si on revient voir dans l'onglet Technical de notre change dans RefTrack, l'OT qu'on a créé a bien été rajouté. On a bien le détail avec le domaine qui a été modifié. Là, dans ce libellé, hein, car 5, on a tous vu que, ou du moins pour ceux qui sont attentifs, qu'effectivement on a changé le type, c'est du NUMC maintenant. Donc là, normalement, si on décide de passer en qualité, on va pouvoir lancer le transport automatique avec des contrôles automatiques par RefTrack, notamment des contrôles de dépendance et d'analyse d'impact, ce qu'on appelle pas des CISS. On approuve et le transport est fait automatiquement en qualité. En parallèle, parce que c'est le but du process, donc on va voir que ici on a bien les entrées, il y a un déploiement qui est fait, et en même temps que ce déploiement, alors il check que toutes les entrées passent bien, et donc en même temps que ce déploiement, on va voir que le passage en qualité a été fait et on attend maintenant le retour de test. Donc ici, on a bien une auto-approbation pour le passage en qualité. Le passage en qualité est fait. Et si l'import s'est bien passé, donc là, il vous montre sur le serveur Tosca que les tests sont bien lancés, les écrans SAP qui défilent, là, c'est Tosca qui est en train d'exécuter des tests automatiques. Et donc ici, une fois que les tests seront terminés, dans RefTrack, on va pouvoir rafraîchir et constater au bout d'un certain temps, d'abord qu'il y a bien une référence qui a été créée avec un lien vers le test qui est en train d'être exécuté, test submitted. Une fois que le test est terminé, dans la référence, on va avoir le résultat, donc test failed. On a changé le type de caractère en UMC, le test a échoué. On va pouvoir voir ici que le statut est repassé à in progress automatiquement, on est revenu en arrière. Et ici, on a le lien vers le résultat du test. Et donc, on voit avec le lien dans Tosca qu'il y a eu 2 tests, il n'y a pas d'erreur, mais il y a eu un échec du test, et donc, on peut constater effectivement que là, ça ne passe pas. Donc, on va revenir en arrière. On est à nouveau une progress, donc là, le développeur a la main à nouveau, c'est à lui de faire les changements nécessaires. Il va pouvoir à nouveau changer le type, passer avec quelque chose qui va bien. Il nous propose automatiquement la requête qui est ouverte et sur laquelle on a déjà commencé à travailler. Là, on va avoir un nouvel OT qui est créé. Alors, pour ceux qui se posent la question, RefTrack marche par OT, pas par TOC. Ça, c'est pas dans la présentation, c'est moi qui vous le dis. D'accord, donc ça marche par OT consécutif. Donc là, on voit bien que le premier a été passé en qualité. D'un point de vue migration, tout s'est bien passé, même si le test a échoué. Et là, on passe maintenant à la migration du second OT.
avec les mêmes contrôles, approbation au bout. On va voir dans ISO01 qu'effectivement l'export et l'import sont lancés. On est à nouveau en qualité et on est en attente de complétion du test. Dans les références, on a à nouveau un autre test, il est bien submitted aussi. Donc le premier résultat reste, bien sûr, il est historisé. Si on retourne sur le serveur Tosca, à nouveau, on va voir qu'il est en train d'exécuter les tests. De la même manière, il va lancer automatiquement ses connexions. Pareil, il bouge la souris pour bien montrer c'est pas lui qui fait, puis ça va assez vite, difficile de faire ça à la main. Donc le script montre bien qu'il a fini de s'exécuter. Et si on revient dans RefTrack et qu'on rafraîchit, on va pouvoir constater que cette fois, le test est bien complete. Il a bien été exécuté et il est valide. On constate aussi que ça a été fait par un utilisateur technique, donc c'est pas manuel. Le test cette fois est passé. On a dans les attachements le résultat du test. On va pouvoir constater qu'effectivement tout est passé cette fois. Et si on revient ici, on peut passer à la migration en production. Tout va bien. On peut poursuivre avec la suite. Voilà pour la démo. Donc, un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc, RefTrack appelle automatiquement l'outil d'automatisation des tests à l'étape pertinente de votre workflow. RefTrack fournit toutes les informations nécessaires pour exécuter les bons scénarios. Les résultats des tests sont ensuite rattachés à RefTrack pour examen et validation. Ou si la validation est décentralisée au sein de l'outil de testing, RefTrack capture et centralise. Donc, c'est le fait de rajouter les liens et de vous permettre d'aller récupérer l'information directement sur l'outil. Et les conditions d'auto-validation ou de rejet en fonction du résultat des tests peuvent faire évoluer le workflow. Donc, c'est ce qu'on a vu. Donc, là, c'est vraiment pour la partie intégration Tosca RefTrack. C'est rappel de ces fonctionnalités-là. D'autres fonctionnalités qu'on a vues qui sont inhérentes à RefTrack, notamment dans le workflow lui-même. Ça, c'est un autre sujet pour lequel il y a d'autres vidéos sur le site de RefTrack. Voilà. Y a-t-il des questions? Alors, merci beaucoup pour la présentation, Sébastien. Donc, oui, allez-y, c'est le moment s'il y a des questions. Alors, il y en a déjà quelques-unes, donc on peut commencer. Alors, une qui revient, évidemment, c'est la différence avec Charm. Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais de ton expérience, Sébastien, peut-être il y a deux, trois points qui ressortent de la comparaison avec Charm quand on utilise RefTrack. Alors oui, je vais prendre des pincettes ici parce que on a déjà fait cette présentation à l'USF et j'ai mis en avant certaines choses qui étaient mieux dans RefTrack que dans Charm. Mais ensuite, on m'a dit que Charm, surtout dans ces nouvelles versions, savait faire quelque chose en plus, notamment sur la partie blocage des objets fonctionnels. C'était une fonctionnalité qui n'existait pas avant. Maintenant, a priori, dans les dernières versions de Charm, c'est possible. Donc ça, je ne vais pas en parler, c'est pas différenciant, mais Charm sait le faire. Enfin, pardon, RefTrack sait le faire. Non, RefTrack, ce qu'il y a à voir, c'est que c'est un outil qui est vraiment très user-friendly, qui vous permet vraiment d'aller sur une approche DevOps avec la gestion des tickets, des releases, qui est très très flexible sur la mise en place de son workflow, qui est très rapide à mettre en œuvre, qui donne énormément de fonctionnalités. Alors, beaucoup existent dans Charm, mais pas aussi facile d'accès. La Web UI est vraiment très très simple d'utilisation. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre dans la main de vos utilisateurs ou pas, que vous pouvez automatiser ou pas, d'accord. Et surtout la couche web est fait qu'il y a une adoption utilisateur qui est quasiment immédiate. Moi, je veux dire, au bout d'une semaine, on a imposé
RevTrack à nos intégrateurs. J'étais côté client sur mon dernier projet. On a imposé RevTrack à nos intégrateurs. Alors, pas forcément plus. C'était dans un contexte projet un peu compliqué. Ils avaient de bonnes raisons de pas vouloir se rajouter de la charge. Au bout d'une semaine, on n'entendait plus parler. C'était juste ah tiens, ce serait bien qu'on ait ça. Et voilà. Donc, ça vous montre le niveau d'adoption hein. Par rapport à Charm, je l'ai utilisé ailleurs. C'était très bien, hein, ça rendait le service, mais beaucoup plus lourd, beaucoup plus complexe d'adoption. Dès qu'on a un problème, on est obligé de revenir vers les admins, vers des gens très techniques, c'est compliqué. On peut difficilement retoucher un workflow sur quelque chose un workflow qui a été mal fait. Sur RevTrack, on peut changer le workflow à n'importe quel moment. On perd aucun ticket, ils sont automatiquement repris dans le nouveau workflow, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la flexibilité et la simplicité de l'outil par rapport à Charm. Disons que pour arriver à un résultat similaire avec Charm, enfin, on sait qu'on a des clients qui ont des projets de Charm. Quand ils ont voulu le configurer, on va dire, pour que Charm réponde à leurs attentes à eux, c'est littéralement des années de consulting. Un projet RevTrack, en moyenne, c'est 2 semaines et les 3/4 de ce temps, c'est passé à du consulting sur la partie configuration du workflow et définition du workflow, pas sur la partie implémentation technique. Donc, c'est là quelle est la plus-value. C'est que c'est extrêmement rapide à mettre en place et extrêmement flexible, puisque comme le dit Sébastien, changer un workflow dans Charm, ça peut être très compliqué. Dans RevTrack, c'est très simple. Et je rajouterai aussi la partie release qu'on a rapidement évoquée. Dans RevTrack, c'est extrêmement simple, puisque vous pouvez packager des requêtes, des transports, faire des releases groupées de façon assez simple, avec simplement du drag and drop pour les libérer ou les compléter, ce qui est pas possible du tout dans Charm. Voilà. Et la partie intégration, oui, ou pas si facilement. qui est assez simple. Ou pas si Ouais. facilement, en tout cas. Alors moi, je rajouterais aussi un élément essentiel, hein, c'est l'intégration avec l'écosystème extérieur. Hein. Alors dans Charm, je dois reconnaître aussi, je l'ai pas souvent vu déjà tout court, encore moins mis en place moi-même. Mais je sais que pour l'intégration avec des outils externes, RevTrack, c'est quand même, ça fait partie de leur ADN. Ils sont faits pour ça. Ils s'intègrent avec Tosca, là on l'a vu. Ils s'intègrent avec Jira. Ils s'intègrent avec ServiceNow. C'est un outil qui a pour vocation d'être intégré avec l'extérieur. Donc dans une approche DevOps, c'est juste essentiel. Voilà, donc c'est aussi ça, effectivement, parce qu'il y a la question précise, enfin, il y a eu la question aussi, quand on veut tendre vers du DevOps, c'est quoi le facteur différenciant avec Charm? Donc, c'est cette partie intégration aussi, et chef d'orchestre que propose pas, en tout cas pas de façon native, Charm. Alors, une autre question, oui, alors dans la démo, les scripts de test, est-ce qu'ils viennent de RevTrack ou depuis un autre outil? Alors là, les scripts de test, dans la démo, ils viennent de Tosca, en fait. Donc, c'est Tosca qui va générer les scripts et les scénarios et les faire jouer. Et en fait, ils vont être poussés dans RevTrack. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller dans Tosca pour que ça remonte, en fait. C'est ça l'intérêt. Tu m'arrêtes, Sébastien, si je dis une bêtise, mais. Non, c'est ça. Le but du jeu, c'est de déléguer à votre outil de testing toute la partie testing. Voilà. Alors ça, on en a parlé de l'effort d'intégration, hein, comme j'ai la mise en place d'un projet RevTrack. Là, par exemple, sur l'intégration, Sébastien, toi, tu disais que c'était 4 jours, la partie technique. Hein. Mm-hmm. Voilà, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que le plus long, c'est la partie en fait définition du workflow. Il y a vraiment une réflexion à mettre en place en amont et pendant le projet. Et puis une partie un peu évangélisation auprès des utilisateurs, notamment des développeurs, puisque ils vont être. Alors c'est assez transparent pour eux en fait, en fin de compte, mais au début, ils vont se dire qu'ils vont être contraints par l'outil, qu'ils vont être surveillés. Voilà, donc il y a cette partie-là aussi qui peut prendre un peu de temps d'avoir et les administrateurs et les développeurs et même peut-être le métier ou utilisateurs finaux ensemble dans le projet. Mais en termes de technicité, c'est vraiment très simple à mettre en place. Un RevTrack, c'est un ordre de transport. Voilà. Alors oui, comment ça se passe les changements sur plusieurs systèmes? Si par exemple on doit faire des contrôles sur 2 landscapes avant la livraison. Alors,
Si tu veux bien, je vais juste revenir sur Oui, la question précédente. C'est très important de voir que aller vers du DevOps, c'est un peu comme aller vers de l'agilité. Ça va vous demander comme tu disais Sébastien, de faire de l'évangélisation, pas que auprès de vos développeurs. Il n'y a pas que l'outil. Vous avez besoin de mettre en place une démarche, une vraie démarche DevOps. Et ça c'est la partie qui prend du temps. Ça c'est la partie sur laquelle il y a de la réflexion. Après, l'outil, il va s'adapter à votre besoin. Et si votre besoin est clair, l'outil, il se met en place. Bon, pas en un claquement de doigts, mais faut pas exagérer. Mais c'est très très rapide. Il faut juste savoir exactement où on va et ce qu'on veut. Après, il sait aussi s'adapter avec vos changements de besoin. C'est pareil. Tant que vous savez ce que vous voulez faire, l'outil saura le faire. Vous disiez les changements multisystèmes. oui, c'est ça, intersystème. Pardon, j'étais mute. Oui, les changements sur intersystème, le contrôle, si on a par exemple une release sur deux landscapes ou quelque chose comme ça. Alors nous, on avait effectivement le cas sur le client précédent où on avait à la fois deux environnements de dev sur la même ligne, un pour le projet, un pour le run. Donc déjà, il y a une question de la dépendance entre ces deux lignes. Et deux corps modèles, donc deux lignes complètement différentes, enfin deux prods complètement différentes, avec des environnements donc de dev et de projet différentes aussi. Et une qui était maître sur l'autre. On avait un corps modèle qui était le corps modèle groupe et ensuite une déclinaison pour un autre. Donc ça, Reftract permet de le faire aussi. On peut faire de la gestion de dépendance sur juste une ligne ou interligne. C'est pas gênant. Et on peut définir quelle est la prévalence d'une ligne par rapport à une autre, par exemple, ou juste un contrôle de changement des sources, si on a des sources identiques entre telle ligne et telle ligne, voilà, on peut être prévenu. Tiens, ça a changé de ce côté, attention, tes changements à toi risquent de ne pas prendre en compte les modifications qui sont de l'autre côté. Ça peut être bloquant ou pas. Après, vous pouvez gérer une prévalence, par exemple, dans le temps, dire voilà, si une version a été changée d'abord, il faut appliquer d'abord ce changement avant de faire les tiens. Ou alors, mais après c'est manuel, c'est comme partout, hein, c'est gérer un système de warning et avec un rétrofit à faire manuellement. Mais ça, l'outil le permet complètement. Il fait de l'analyse cross-landscape. Ok, alors peut-être encore une ou deux. Alors comment l'outil s'intègre avec du ticketing? Est-ce qu'il y a une communication dans les deux sens? Alors oui, bien sûr, c'est intégré avec une technologie REST. Donc voilà, c'est une technologie ouverte, c'est la plus grosse technologie web service du moment. Hein. Tous les outils savent le faire et c'est bien pour ça que l'intégration est facile. Et ça communique bien dans les deux sens. Donc l'outil de ticketing peut nous envoyer des requêtes et on peut envoyer des requêtes à l'outil de ticketing. Pas de souci. Oui, alors on l'a pas montré là par souci de temps, mais dans la présentation qu'on vous enverra, où il y aura une slide sur l'intégration avec le ticketing et notamment il y a une vidéo d'intégration avec Jira, mais Jira cette fois en tant qu'outil vraiment de Ouais. ticketing. Voilà, et puis c'est le même concept avec ServiceNow ou autre, ça, il n'y a pas y a pas de problème. L'idée, c'est vraiment de faire descendre votre ticketing au niveau SAP et puis de faire remonter après les informations dans votre ServiceNow ou autre. Donc ça, il y a aucun problème. Alors sachant que le reste c'est la technologie de prédilection. Il n'empêche que RevTrack permet à des exits, alors ils appellent pas ça exit, hein, mais il y a des exits un peu comme dans SAP qui vous permettent à vous de définir le comportement que vous voulez de RevTrack, notamment si vous voulez changer son comportement standard ou à un moment donné développer vos propres intégrations spécifiques, c'est tout à fait possible. Hein. L'outil est développé en ABAP, c'est une technologie qui normalement est maîtrisée si vous avez déjà SAP. Donc il y a pas de raison, vous pouvez aussi faire vos propres intégrations hors REST si vous voulez faire autre chose. Alors, une dernière question, c'est une question sur effectivement comment est-ce qu'on configure le workflow? Est-ce qu'il n'est pas imposé par RevTrack, etc. Donc, comme vous savez que c'est assez important, effectivement. Alors, c'est une fonctionnalité de base, donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas attardé dessus, parce que c'est pas forcément DevOps à proprement parler. Mais le workflow, vous pouvez le configurer comme vous voulez en termes d'étapes, avec par exemple exiger de mettre par exemple un rapport de test unitaire pour pouvoir passer du développement à la qualité, par exemple, mettre différents approbateurs, validateurs avec des notifications par email. Vraiment,
tout est imaginable en termes de workflow, du plus simple au plus complexe, du plus libre au plus contraignant, entre guillemets. Ça, c'est vraiment à vous de le définir. Et en fonction de votre landscape ou même du type de projet ou du type de changement, vous pouvez par exemple avoir sur un même landscape un changement différent. Si c'est un change urgent ou un change standard, entre guillemets, ça va pas forcément être le même workflow. Tout ça est possible. Alors, oui, moi je peux préciser un peu. Alors oui, c'est très très ouvert. Hein. En gros, il n'y a que deux statuts obligatoires, c'est le statut open et le statut closed. Hein. Et puis ensuite, au milieu, vous faites tout ce que vous voulez. Et vous pouvez tout à fait faire coexister, nous, dans le cas que je vous ai expliqué précédemment, coexister des requêtes de type projet qui passent par plus d'environnement, avec des requêtes de type run qui passent par moins d'environnement, un peu plus rapide, mais avec des contrôles un petit peu plus forts, avec des transports qui respectent pas forcément non plus les mêmes étapes. Les deux requêtes, c'est deux types de requêtes différents, hein, une requête projet et une requête maintenance. Ça coexiste tout à fait sur le même système, c'est pas du tout un souci. Dans le même projet, sur les mêmes releases, on peut les packager ensemble. Il suffit de définir sur quel environnement elles se rejoignent. Et ça peut ensuite s'étendre à deux projets différents pour les deux corps modèles différents, par exemple, sans bloquer, avec des modèles de workflow qui peuvent être les mêmes, mais avec des détails qui peuvent être complètement différents aussi. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment libre d'adapter les workflows à vos propres besoins, c'est pas un souci. Ok, alors je pense que... Ah oui, bon, alors dernière question sur le licensing et puis après on pourra s'arrêter là. Donc le licensing, ça va principalement être de l'abonnement annuel. Sur la base, en fait, il y a deux critères. Ça va être tout d'abord, est-ce que c'est un landscape ECC ou non? Et ensuite, le nombre de systèmes de développement que vous avez dans votre landscape. Pourquoi? Parce que la logique, c'est que la licence est un peu plus chère quand il y a plus de transports, mais plutôt que de mesurer le nombre de transports, on va partir du principe que dans un ECC et un système de dev, il y a plus de transports que dans les autres environnements. Voilà, mais voilà, le licensing peut être assez poussé, donc ça, il faut vraiment revenir vers nous pour qu'on en discute ensemble. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci pour toutes ces questions. Sébastien, merci beaucoup pour ta présentation. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une démo, de plus d'informations, à nous contacter ou à contacter aussi directement Sébastien Giraud si vous avez des projets de mise en place de stratégies DevOps, des réflexions en cours à ce niveau. Voilà, il est là pour ça. Donc, merci beaucoup de votre participation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.